Bonjour, alors aujourd'hui le Villard prend l'air à l'abbaye de Villers-la-Ville où nous allons nous balader avec Julie Mosset, chanteuse lyrique qui tiendra le rôle d'Anina dans la grande création qui fera l'ouverture du Villard la saison prochaine, l'Impresario de Smyrne, mis en scène par Laurent Pellier. Elle a plein de choses à nous raconter, je la rejoins tout de suite. Le Villard prend l'air aujourd'hui à l'abbaye de Villers-la-Ville avec Julie Mosset. Donc Julie, merci de prendre l'air avec nous dans ce lieu quand même magnifique de l'abbaye de Villers-la-Ville que tu découvres. Oui, tout à fait. Tu ne connaissais pas, ben pas voilà. du tout. C'est l'occasion. Donc Julie, tu vas jouer la saison prochaine dans un grand spectacle au Villard, une grosse production mise en scène par Laurent Pellier, l'impresario de Smyrne. Tu as déjà travaillé avec Laurent Pellier. Tout à fait, à la Monnaie Ouais. dans Don Quichotte. Dans Don Quichotte, oui, avec chantais, José Van Damme. Oui, je chantais Pedro, c'était un mec. Ouais. Oui. Et c'était le dernier opéra de José Van Damme, je crois, non? Tout à fait, c'est ses adieux à la scène. Oui, à la scène d'opéra, parce qu'après il a fait Oui. du théâtre. Alors toi, tu es donc chanteuse lyrique belge. Tu as d'ailleurs fait un autre spectacle dont on va un peu parler ici pendant notre balade, qui est Jukebox Opéra, où tu racontes un peu ton parcours, parce que on peut quand même dire que tu as un parcours un peu atypique. Il n'y a pas grand-chose qui te prédestinait à vraiment chanter de l'opéra. Ton papa vendait des frites à Verviers. Enfin, je dis vendait des frites, c'est le roi de la frite, puisqu'il avait plusieurs il en friteries. vend toujours. Il en vend toujours, etc. Et toi, tu travaillais là et tu avais plutôt tendance à être sensible au répertoire de variété que tu chantais en travaillant, c'est ça? Oui, entre autres. Dans ton spectacle, tu dis qu'on t'appelait Julie Jukebox. Oui, je chantais tout le temps. Mais dès toute petite déjà. Quand on me demandait qu'est-ce que tu veux faire plus tard, je disais chanteuse. Ah oui. Ah oui. Mais pas de l'opéra. Ah non. D'ailleurs, quand j'ai découvert l'opéra, j'avais jamais été à l'opéra de ma vie. Ouais. Et c'est d'ailleurs pas ce que j'ai fait tout de suite. C'était plus physique. Et puis le chemin, après j'ai été voir un opéra, je ne me souviens même pas quel était mon premier opéra. Je crois que j'ai presque tout de suite travaillé avant de voir un opéra. Oui, c'est ça. Mais tu chantais beaucoup, même en travaillant, en travaillant dans la friterie de ton papa, c'est ça? Oui. Et puis, dans ton spectacle, tu racontes qu'il y a un premier choc quand même quand tu vas au karaoké. C'est ça? Dans le spectacle, d'ailleurs, tu chantes une chanson de Whitney Houston, si je me souviens bien. C'était un peu mon tube, mais c'est ouais. pas complètement... C'est-à-dire que je travaillais chez mon papa après l'école ou comme job d'étudiant. Ouais. Vraiment. Et puis, j'étais quand même sensible à la musique, dans le sens où ma maman, elle est prof d'art, donc j'étais sensible à l'art plastique. C'est ça. Et elle m'a inscrite au solfège. Ouais. Donc je faisais du solfège, je faisais de la flûte traversière, enfin, j'adorais tout ça, j'adorais la musique et je dansais, etc. Et un jour, je me suis retrouvée dans un spectacle de pop où je dansais. J'étais dans une compagnie verviétoise et voilà. Et puis j'ai dit, mais en fait, j'ai envie de chanter dans ce spectacle. Et donc j'ai été trouver le directeur et j'ai dit, mais en fait, je voudrais bien danser. T'es danseuse, qui me dit, pourquoi chanter? Et donc j'ai auditionné, donc j'étais choriste. Et puis je dis, mais non, mais moi je veux chanter Whitney Houston. Et donc après, je suis passée soliste. Ouais. Donc voilà, mais c'est vrai que je faisais du karaoké, j'adorais ça et je chantais tout le temps. Oui, c'est ça. Et c'est là que tu découvrais aussi les sensations du public qui s'enthousiasme tout à fait. Pour ce que tu fais, etc. Et donc, tes parents t'ont dit, tu veux chanter, tu ne ferais pas l'académie, c'est ça? J'étais déjà au conservatoire de Verviers. Oui, qui est une académie. Oui, qui est une académie. Mais je faisais tellement d'activités et tellement de choses que chaque fois quand je disais je veux m'inscrire au chant, on me disait mais non, c'est trop, t'as trop. Ouais. Et puis c'est pas le moment, c'est trop tôt. Et puis un jour j'ai dit ah non, maintenant c'est le moment. Ouais. Et j'ai été trouver le directeur de Verviers qui me connaissait bien. Il y avait 3 professeurs, il m'a dit tu vas chez elle. C'est ça. Annie Franz. Et voilà, c'est là ma rencontre. Et à l'académie, tu as entendu pour la première fois du chant lyrique. Oui. C'était vraiment... Annie Franz, c'était quelqu'un qui... Elle avait les pommettes relevées comme ça, tellement elle faisait... Tellement elle avait travaillé de
d'accrocher sa voix comme ça. Elle avait toujours comme ça les petites pommettes relevées. Et elle avait une voix comme ça. Et voilà, bienvenue. Et elle m'a donné un air de Mozart. Et voilà, c'était le premier cours, le deuxième cours. Et voilà, j'ai entendu cette musique et j'ai mis ma voix sur cette musique. Et je suis rentrée chez moi, j'ai dit, bah voilà, je veux faire de l'opéra. Voilà. Ça s'est vraiment passé simplement comme ça. Bon, ben on va continuer à parler de ça, de c'est quoi en fait faire de l'opéra, parce que dit comme ça, ça a l'air facile, mais en fait c'est vraiment quelque chose de s'attaquer à cette pratique-là. Donc là, on vient de passer la passerelle pour rentrer dans l'abbaye. On va rentrer dans le cœur de l'abbaye pour continuer cette conversation. Nous sommes toujours à Villers-la-Ville et le Villard prend l'air avec Julie Mosset, chanteuse lyrique, qui jouera dans le grand spectacle d'ouverture de la saison prochaine du Villard. Alors on a déjà un peu parlé des débuts et puis du moment où tu es arrivé à l'académie et où tu as découvert ce qu'était en fait le chant lyrique. Et puis là quand même le chant lyrique, j'imagine c'est quand même autre chose que le chant de variété. Dans ton spectacle, tu expliques bien que c'est une toute autre manière de travailler la voix, d'aborder ce travail. C'est quand même très spécifique. Oui, c'est-à-dire que c'est vraiment des outils différents. C'est, oui, ça, en fait, très techniquement, je vais dire, le chant lyrique, donc quand je chante un opéra, on est dans une tessiture beaucoup plus haute. Oui, plutôt en voix de tête. Mais on chante en... C'est pas tellement une question de registre, c'est vraiment une question de hauteur. C'est ça. Et donc, la hauteur influence notre manière d'utiliser la voix. Mais je dirais en variété, en pop, on chante plus ou moins à la même hauteur que la voix parlée. C'est ça. Et d'ailleurs, même pour les oreilles. C'est ça qui paraît parfois un peu fou et un peu... L'opéra, c'est qu'on n'a pas l'habitude d'entendre à cette hauteur. Ouais. Donc, de t'entendre toi-même. Oui, ouais. Et d'entendre même... c'est une résonance qu'on n'a pas l'habitude d'entendre dans la vie de tous les jours. Ouais. Donc, après, la voix, je dois chanter dans une certaine hauteur. Et donc, ce qui implique évidemment toutes sortes d'utilisations et d'outils et de parties du visage et même du corps pour pouvoir atteindre cette hauteur et la tenir. Ouais, c'est ça. Après ça, il y a aussi le fait qu'on ne chante pas avec micro. Oui, c'est ça. Et donc qu'on doit chanter et se faire entendre dans des grandes salles ouais. qui sont prévues normalement acoustiquement pour que ouais. ça sonne. Ouais. Et puis dépasser l'orchestre, la fosse d'orchestre, vraiment que la voix vraiment traverse ça pour toucher. En même temps, on fait appel non seulement à une hauteur et à des sens, enfin, de la vibration qui touche vraiment tout de suite. D'ailleurs, parfois on a même des réactions au niveau du corps. Hein, des frissons. Des frissons. Ouais. Voilà. Et donc, oui, j'utilise tout ça. Et l'apprentissage, c'est une vraie découverte. C'était une vraie découverte pour moi parce que le chant me paraissait très... Enfin, très naturel. Je chantais de la pop très naturellement avec beaucoup une certaine spontanéité, tout à fait. Ouais. Et puis à partir du moment où j'ai découvert l'opéra et j'ai commencé à réfléchir et à me dire comment accéder à ces notes, comment y accéder. J'y accédais relativement instinctivement, mais pour évoluer, pour développer ça et pour que la voix fonctionne tous les jours, là ça a été un vrai travail. Ouais. Et donc ça m'éloignait, ça me demandait une vraie réflexion et un vrai travail dans le sens du muscle et de travailler vraiment mon muscle et le développer. Oui, souvent on entend, quand on parle avec des chanteuses et des chanteurs lyriques, on entend qu'il y a un travail de découverte de sa voix, comme si cette voix était déjà là, que chacun avait la sienne, une unicité, qu'il fallait la découvrir pour pouvoir l'exploiter au mieux, en tout cas dans le chant lyrique. Bah, moi ça j'y crois vraiment, je pense que tout le monde a une voix. Ouais. Après, on a vraiment la voix, c'est le timbre vocal, c'est vraiment l'identité. C'est ça. Après, et donc quelque part, j'essaye de garder quand même cette spontanéité. Enfin, la rencontre que j'ai eue avec ma voix est vraiment mon moi.
Ouais, c'est ça. Et après, c'est ma manière de m'exprimer et de cheminer. Et donc, oui, on a tous une voix. Après, j'ai une voix qui va dans ce sens-là et qui aime ses auteurs. C'est ça. Mais d'ailleurs, dans le spectacle, tu dis quelque chose qui, moi, m'a un peu troublé. Tu dis que la voix d'opéra, une fois qu'on travaille sa voix d'opéra, ça altère, d'une certaine façon, sa voix de variété. Et je le comprends parce qu'effectivement, quand on voit parfois des chanteuses et des chanteurs d'opéra chanter de la variété, il y a quelque chose de différent que quand il y a les chanteurs. Enfin, il y a effectivement une façon de positionner sa voix comme si il n'était plus possible de positionner, de revenir en arrière d'une certaine façon, qu'il fallait faire une sorte de choix. Oui, je pense que... Mais ça, c'était... Ça a dû être frustrant pour toi parce que toi, tu aimes les deux. Oui, et je pense que c'était important parce que ça me demandait un investissement total et une vraie discipline et que je ne connaissais pas du tout. Donc, à un moment, on s'est posé vraiment la question, il fallait que je choisisse. Ouais. Après, aujourd'hui... Et tu as choisi? À l'époque, j'ai choisi. Le chant lyrique. Mais j'ai toujours j'ai choisi. Oui. C'est ça, oui. Mais aujourd'hui, j'assume beaucoup plus ma diversité. C'est ça. Et j'ai maintenant acquis des outils qui me permettent, en fonction de ce que je chante, de me mettre vraiment au service du style. Donc, je chante toujours de la pop, je chante du jazz, je chante de la comédie musicale. Mon emploi principal et ma voix a un certain lyrisme, que je le veuille ou non, même quand je chante du jazz. Ouais. Mais donc je ne perds pas mon identité, mais je peux la mettre au service de différents styles. Ok, ben on continue à parler d'opéra et de chant et de ta carrière un petit peu plus loin ici dans l'abbaye. Je ne sais pas où on va aller, on va trouver. Nous sommes toujours à l'abbaye de Villers-la-Ville et le Villard prend l'air avec Julie Mosset qui jouera dans la prochaine, dans la grande création d'ouverture du Villard. On va passer par ce petit escalier un peu étroit. Mise en scène par Laurent Pelli et donc on parle un peu de ton parcours et puis de l'opéra en général. Tu nous expliquais un peu la technique vocale que demandait l'opéra. C'est quand même un sacerdoce aussi, hein, non? De rentrer dans ce genre de métier. Oui. Qui implique autant le corps, la technicité. Voilà, c'est quand même. Et puis, c'est pas facile. Je veux dire, déjà d'abord, faut trouver un agent. Ça, tu en parles aussi dans ton spectacle, Jukebox Opéra. Ça a l'air quand même d'être un gros enjeu de trouver un agent, non? C'est un métier, un milieu très codifié, donc où il y a beaucoup d'intermédiaires. C'est ça. Pareil que quand on est sur scène. Donc il y a plein de gens sur scène et puis il y a une fosse d'orchestre. Ouais. Voilà, il y a beaucoup d'étapes avant d'accéder finalement au public. Ouais. Et donc c'est pareil dans la manière pour accéder, pour arriver à être sur scène et avoir un rôle. Ouais. Oui, c'est des agents artistiques qui jouent l'intermédiaire. Et après, il y a ils organisent des auditions, on passe une audition. Enfin, voilà, il y a beaucoup d'étapes assez longues, laborieuses, extrêmement exigeantes, coûteuses. Voilà, il y a plein de choses. C'est pas très agréable, les auditions. C'est difficile comme... Ouais. C'est une épreuve. Mais toi, tu as de la chance, tu as assez vite trouvé un agent, je pense, non? Oui. Quand tu es sortie. Oui, c'est vrai. C'est plus celui-là aujourd'hui. Ah oui, c'est ça. Il a arrêté, il était dégoûté. C'est ça. Alors que ça marchait super bien. Ah oui. Mais vraiment, il a dit, ah non, j'en peux plus. Donc voilà, je me suis retrouvée, encore une autre étape. Ouais. Ben voilà, maintenant je suis bien, j'ai une nana super chouette. Oui, alors tu le dis, c'est très hiérarchisé.
Hein, à l'opéra, c'est vrai que c'est assez différent du théâtre pour ça, puisqu'au théâtre, on peut très vite se retrouver juste le ou la metteuse en scène, les actrices-acteurs, en grande proximité, et travailler jusqu'au bout du processus relativement ensemble. Alors, ça dépend un peu de la technicité des spectacles, mais enfin, généralement, on est quand même... À l'opéra, c'est quand même différent. Oui, Il y a un orchestre, il y a un chef, il y a le chef d'orchestre. Les chanteurs n'ont pas beaucoup de place dans les prises de décision par rapport au spectacle. Ah non, c'est clair. D'ailleurs, en théâtre, on parle beaucoup de collectif, comme ça. Surtout aujourd'hui. Surtout aujourd'hui. Ce qui n'est pas du tout le cas à l'opéra. Même si, quand en finalité, on voit quelque chose d'assez... un spectacle complet et qu'on ne fait rien l'un sans l'autre, je vais dire. Mais oui, il y a le soliste. Il n'y a rien à faire. Le soliste, et il y a des rôles, des premiers rôles, des seconds rôles et des petits rôles. Et puis, évidemment, il y a le metteur en scène, il y a tout ça, et il y a le chef d'orchestre qui est un peu le tout-puissant. Et puis l'orchestre. Oui, mais l'orchestre qui est dirigé par le chef d'orchestre. C'est ça. Et accéder à l'orchestre, je sais par exemple, moi, c'est quelque chose de... L'approbation, ou quand après une répétition et qu'il y a la rencontre avec l'orchestre, j'accède à eux et qu'on discute avec eux et qu'ils me disent « Ah, c'est super !» Eh ben, ça, c'est un très beau cadeau. Mais voilà, on ne communique pas spécialement avec eux, ou encore une fois avec beaucoup de distance, ou via le chef d'orchestre. Donc oui, c'est très hiérarchisé. Et puis il y a les chœurs aussi, qui sont des chanteuses et des chanteurs. Mais c'est un statut encore tout à fait particulier. Oui. Et après, il y a dans des maisons où ça se passe très très bien. Mais moi, j'ai des anecdotes parfois où j'ai pu fraterniser beaucoup et communiquer avec les chœurs. Et ça a été mal reçu. Voilà, j'ai été reçue par le directeur qui me disait « On ne fraternise pas avec les chœurs, tu restes avec les solistes. » Oui, c'était hallucinant, quoi. Mais c'est vrai que ça semble aussi, quand on voit ton spectacle, ça semble un peu impitoyable comme monde. C'est quand même... on se tire facilement dans les pattes, il y a quand même beaucoup de concurrence entre les chanteuses et les chanteurs, non? Oui, et on est très seul. C'est un métier très solitaire parce qu'on est face à sa voix et cette remise en question permanente tous les jours, où on a la voix du jour qu'on doit travailler et c'est qu'elle soit à disposition de ce qu'on chante. Mais oui, en effet, peu d'amis dans ce milieu. C'est des relations de travail. En effet, moi, la chanteuse qui chante le même rôle que moi, oui, c'est elle ou c'est moi. C'est ça. Même si on ne cultive pas ça, on ne veut pas ça, voilà, c'est une vraie réalité. Tu as encore beaucoup d'anecdotes à nous raconter pour terminer cette balade. On va aller au sommet là, de cette vue pour avoir une magnifique vue, je pense, sur l'abbaye. Alors nous sommes maintenant sur les hauteurs de l'abbaye de Villers-la-Ville et on prend l'air avec Julie Mosset qui jouera dans le grand spectacle d'ouverture de la saison prochaine au Villard, l'Impresario de Smyrne, mis en scène par Laurent Pelli, je vais y arriver. Et alors là maintenant, j'avais envie de partager avec toi des anecdotes, parce que tu en as quand même pas mal, hein, des chouettes anecdotes de ton parcours d'opéra, puisqu'évidemment, tu te retrouves toujours dans des situations parfois un peu particulières ou originales. Mais peut-être la première, c'est quand même ton premier opéra, qui était à l'Opéra de Liège, Genoufa, c'est ça, de Janáček, qui est un compositeur tchèque. Tchèque, tout à fait. Tu jouais le rôle de Barens. Barena. Barena. Et le chef, c'était un Autrichien. Oui. C'est ça? Friedrich Pleyer. Exactement. Et ça n'a pas été si simple au départ. Déjà, c'est du tchèque, donc pas facile, rythmiquement et au niveau de la langue. Voilà, donc c'était très haché. Enfin, au final, non, parce qu'il y a quand même une vraie ligne musicale. Mais bon, voilà, c'est particulier comme opéra.
Et donc j'ai une scène, un peu ma scène, ma grande scène. Et il y a les chœurs qui chantent avec moi. Enfin, j'ai des parties solo et puis les chœurs reprennent. Et là, il y a un foutoir pas possible, compliqué. Et puis première fois pour moi. Donc, Première fois confrontée à l'orchestre aussi. Oui. Ouais. Et donc je savais pas, je connaissais pas, enfin on m'avait pas appris, je n'avais pas eu le temps d'apprendre qu'il fallait toujours avoir un œil, vraiment un contact sur le chef. Parce que le top, c'est la baguette qui le donne, il ne faut pas trop se fier à la musique. Oui, parce qu'il y a un décalage. Parce qu'il y a un décalage, c'est marrant ça. Oui, oui. Et puis lui, il anticipe le mouvement, vraiment, toujours, pour justement caler ce décalage, que ce soit synchro. Et donc, je décale. Ouais. Je décale. Et il n'est pas content. Et il n'est pas content. Et donc, il arrête l'orchestre et voilà, il parle avec beaucoup de... Enfin, il crie presque, hein. Ouais. Voilà, il porte la voix. Avec son accent autrichien. Voilà, et il s'adresse à un moment, il s'adresse à l'orchestre et il dit à l'orchestre, vous voyez? Et alors, il fait lever l'orchestre, ce qui n'arrive jamais. Voilà, et les gens font comme ça, ils sont dans la fosse et... Vous voyez, bébé chanteur, petite voix, donc moins fort. Mais alors moi je me sens... Horrible. Oui, c'est horrible. Oui, oui, c'est ça. Surtout vis-à-vis de l'orchestre, etc. Donc voilà, et il me disait toujours nécessaire contact. Il était toujours comme ça, donc il fallait vraiment que je le regarde. Ouais. Ah oui, non, c'était... Et dans ces cas-là... Pour une première expérience, ça refroidit quand même. Ah oui, oui, oui. Puis il ne faut pas perdre son sang-froid, et puis c'est lui un peu le tout-puissant. Il a raison, peu importe ce qui se passe. Ça ne sert à rien de dire oui, mais voilà. Ouais. Donc il ne faut pas perdre de temps, être efficace et voilà quoi. Et puis il y a une autre histoire qui est super, qui est quand même un chouette moment, c'est quand tu as fait l'ouverture d'un opéra à Oman. C'était Carmen. Oui. Tu jouais Frasquita. Oui. Alors raconte un peu ça quand même. Parce que là c'est tout le faste en fait, hein. C'est tout l'aspect faste de l'opéra, non? Oui, bah après je m'attendais pas du tout à ça. C'est vraiment, c'est une aventure, c'est ma coach à l'époque qui partait pour cette production et qui travaillait avec le chef d'orchestre, Patrick Fournier, qui m'a dit voilà, on part à Oman et c'est toi qu'il faut pour Frasquita. Donc voilà, je me retrouve dans cette aventure. Et d'abord, on a travaillé à Rome pendant 3 semaines. Donc déjà, se retrouver à Rome, enfin tout était... à Cinecittà. Oui, les studios de Cinecittà. Ouais. Oui, et je vois encore... j'avais fait un aller-retour à Rome pour faire mon costume. Ouais. Enfin, c'était magnifique, quoi. Ouais. C'était un rêve. J'étais hyper, méga assistée, coachée, mais par que du beau. Ouais, c'est ça. Une star, quoi. Oui, et en même temps des collègues fantastiques, une musique incroyable, le chef d'orchestre Patrick Fournier est magnifique. Et puis on s'est retrouvés donc à Oman. Oui, et puis je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est que donc on voyageait avec les solistes, donc tous les solistes se sont retrouvés à Rome et puis de Rome on est allé à Oman. Et je pense qu'il y a eu un problème enfin un problème. Je me suis retrouvée moi en first class, enfin j'étais un peu comme si j'étais Carmen, je pense. Ça. Et tous les autres étaient en business. Moi, j'étais... Voilà, et j'avais une suite. Ouais. Je pense qu'il y a eu un petit souci, mais j'ai bénéficié donc encore plus des privilèges, comme si je chantais le premier rôle. C'est ça, mais c'est pas tout le temps comme ça. Ah non. Non, j'ai eu beaucoup de mal à reprendre Ryanair après. Mais vraiment, je me suis dit, ah, ok. Bon, mais c'est déjà la fin de notre balade. Merci beaucoup. Merci à toi. D'avoir pris l'air. Regarde la vue qu'on a ici sur l'abbaye, c'est quand même magnifique. On se retrouve très vite puisque tu seras là en début de saison au village. Je m'en réjouis. Et d'ici là, que tout se passe bien.